Tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Vous le savez, on est ensemble pendant une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, dans l'école du monde, on part sans plus tarder aux Philippines. Voici le sommaire des Philippines et son système éducatif en souffrance. Et ça ne s'est clairement pas arrangé avec la pandémie de Covid-19. Et pour cause, les écoles sont restées pendant très longtemps fermées. Irina Capron sort sa loupe dans un instant. Peu importe les promesses politiques, le système scolaire philippin souffre d'un cruel manque d'argent, d'infrastructures, avec des classes surchargées, bondées. Vous verrez que les élèves et les enseignants font de leur mieux pour travailler. Et puis dans ce mag, nous mettrons également en lumière le travail de Caméléon. Caméléon, cette association, plus de 25 ans, qui œuvre notamment aux Philippines contre les violences sexuelles faites aux enfants, avec en toile de fond, bien entendu, le long travail de reconstruction, le rôle de l'éducation et la quête de parrains et de marraines pour l'association. On en parlera justement dans un instant avec Laurence Ligier. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes justement la fondatrice et directrice de cette association. Je le disais qu'il y a 25 ans maintenant. Dites-nous un petit peu plus. Ah oui, je suis très fière, bonjour, d'avoir créé l'association Caméléon il y a 25 ans aux Philippines. Je suis actuellement aux Philippines et c'est la première fois que je n'ai pas pu venir pendant 2 ans à cause de la pandémie, donc je suis très heureuse d'être là avec les enfants. Caméléon, bien sûr, vient en aide aux petites filles et aux jeunes filles victimes de violences sexuelles qui sont référées dans des maisons d'accueil qu'on a construites au fil des années par les services sociaux philippins et a vraiment sa place ici depuis 25 ans sur la région des Visayas occidentales, à Iloilo plus précisément. On parlera de votre système de parrainage, votre système de solidarité dans la deuxième partie de l'émission. Merci encore d'être avec nous. On est également avec Zara Daintan. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente de l'association des professeurs de français aux Philippines. On parle justement du système scolaire aux Philippines. Avec la loupe, sans plus tarder, c'est avec Irina. Salut Irina. Bonjour Patrice. Alors comment se déroule une année scolaire aux Philippines? Est-ce que c'est classique, c'est de septembre à juin? Eh non, pas du tout, puisque les vacances d'été se déroulent... Ça commence, vous me mettez des pièges, je vous reconnais. Un petit peu, il faut bien. Les vacances d'été se déroulent du mois d'avril à début juin, donc l'année scolaire se déroule du mois de juin à mars. Les enfants ont également 2 semaines de congé pour les fêtes de fin d'année. Sinon, la semaine, c'est plutôt habituel. Les enfants vont à l'école du lundi au vendredi de 7h30, 8h à 15h30, 16h. Et à quoi ressemble le système éducatif? Alors, depuis 2011, l'éducation est obligatoire depuis de 5 à 17 ans. Le programme couvre donc 13 ans d'éducation avec une année dans le kindergarten, donc la maternelle. Ils entrent ensuite pour 6 ans dans l'école primaire. À 12 ans, vous arrivez à la junior high school qui dure 4 ans. Et vous avez ensuite la senior high school. Ce sont 2 années d'enseignement secondaire spécialisé. Donc les élèves peuvent choisir entre plusieurs spécialisations. Il y a l'académique qui prépare les élèves à l'université. Et il y a également la spécialisation technique et professionnelle ou encore les sports et les arts. Il y a même des présentateurs qui n'éteignent pas leur téléphone Exactement. pendant votre chronique. Moi, ça me scandalise. Je ne sais pas vous, mais ça me perturbe pas, ça Quelles va. sont les... Oh, même vous perturbe. Quelles sont les particularités justement du système philippin? Alors le système éducatif des Philippines a été modelé par son histoire coloniale, par les cultures hispaniques et américaines. Donc l'enseignement est essentiellement calqué sur le système scolaire des États-Unis. Le philippin et l'anglais sont les langues d'enseignement principales dans les écoles publiques et privées. D'ailleurs, la plupart des enfants philippins fréquentent les écoles publiques car elles sont gratuites et financées par le gouvernement. Mais le nombre d'élèves par classe est très élevé. Cela peut atteindre les 60 élèves par classe, tout dépend les villes. Et ceux qui peuvent se le permettre financièrement inscrivent leurs enfants dans les écoles privées. Ces établissements suivent en grande partie le programme scolaire utilisé dans les écoles publiques et le nombre d'élèves par classe est souvent moins élevé dans les écoles privées. Manque de moyens, manque d'infrastructures également et au classement PISA, ça s'en ressent. Oui, c'est vrai, je le rappelle, PISA est un programme international qui mesure les performances des systèmes éducatifs et les Philippines se classent à la 78e place sur 79 pays. Mais la secrétaire à l'éducation, Léonore Briones, espère que le pays améliorera ses performances pour le classement PISA 2022. Ce sera la 2e fois que les Philippines rejoindront cette évaluation internationale. Et elle a dit, je cite, « Nous ne pensons pas à un rang spécifique pour le moment. Ce que nous attendons avec impatience, c'est une amélioration du classement des Philippines. » C'est quoi le coût de l'éducation aux Philippines? Alors, selon les statistiques de la Banque mondiale, les Philippines dépensent environ $138 par élève et par an. Et pour vous donner une idée de comparaison, ce chiffre s'élève à $1 800 pour Singapour et $5 000
pour le Japon. Donc même si l'enseignement est considéré comme une priorité aux Philippines, le gouvernement philippin n'y consacre que 3% de son budget. Le système scolaire philippin a besoin d'infrastructures. À cause du manque de classes, de plus en plus d'écoles sont obligées de partager les élèves sur 2 demi-journées pour pouvoir utiliser le même local. C'est-à-dire qu'une moitié d'élèves va en cours le matin et l'autre l'après-midi. Il faut savoir si le nouveau gouvernement, puisqu'il y a des élections présidentielles en ce moment, changera un petit peu la donne concernant justement l'éducation aux Philippines. La pandémie de coronavirus a aggravé en plus ces disparités, ces difficultés. Le nombre d'enfants non scolarisés a augmenté. En 2019, ils étaient 27 700 000 élèves scolarisés aux Philippines, mais cela a chuté pendant la première année de pandémie. En 2020, ils étaient 26 millions et pour l'année 2021-2022, le nombre d'enfants scolarisés n'a que très peu augmenté pour atteindre les 27 300 000 élèves, ce qui reste inférieur au chiffre de 2019, donc avant la pandémie. Merci beaucoup, Irina. Je vous représente mes invités avec Laurence Ligier, qui est fondatrice, directrice de l'association Caméléon. Et on est toujours avec Zahra Daintan, qui est vice-présidente de l'association des professeurs de français aux Philippines. Zahra, Irina en parlait il y a un instant en plateau. Le Covid-19, un petit peu plus de 2 ans de pandémie et des impacts très forts, on l'a vu en Europe, mais également aux Philippines, où les écoles, je crois, sont restées fermées pendant très longtemps, c'est ça? Oui, c'est ça. Les écoles sont restées fermées jusqu'à maintenant. En fait, il y a seulement quelques écoles qui sont ouvertes et je crois que le gouvernement est toujours en train de tester si c'est possible pour les enfants d'aller aux écoles. Il y a toujours aussi cette inquiétude de la part des parents de faire venir les élèves, les étudiants aux écoles. Aujourd'hui, les écoles sont encore fermées aux Philippines ou ça a réouvert? Il y a quelques écoles qui sont déjà ouvertes, mais je crois que la plupart sont toujours fermées. Quel est votre sentiment, Laurence Ligier, justement, cette peur, panique, effectivement, concernant... Parce que ça a frappé le monde entier, bien sûr, cette pandémie, mais on a vu certains pays, à commencer par la France, maintenir à tout prix les écoles ouvertes. Oui, aux Philippines, ils ont fait le choix inverse, surtout que les Philippines, c'est un archipel de 7000 îles, donc d'une île à l'autre, il y a eu des gestions de la crise différentes. Et pour éviter justement la propagation des virus, ils ont choisi de fermer les écoles. Donc effectivement, jusqu'à maintenant, c'est fermé, je confirme, puisque nous, on a dû, à Caméléon, recruter des professeurs pour que les jeunes filles qui sont placées chez nous puissent continuer leurs cours. Et ça a eu des incidences importante sur la déscolarisation des enfants, notamment parce que la plupart n'ont pas accès à Internet, n'ont pas de téléphone, n'ont pas d'ordinateur, encore moins de Wi-Fi. Et donc, comme tout s'est fait en ligne, ça a été très problématique. Et pour Caméléon en particulier, évidemment, des enfants qui sont restés chez eux, déscolarisés, ont d'autant plus été victimes de violences sexuelles, d'inceste, puisqu'ils sont restés enfermés avec leurs bourreaux souvent. Zahra Daintan, est-ce que l'on arrive aujourd'hui à mesurer l'impact du Covid-19 sur l'école, sur tout le système éducatif aux Philippines? Moi, je n'ai pas d'informations sur cela, mais je crois que l'impact sera très, très lourd pour le futur parce que je crois que les écoles ont été fermées trop longtemps déjà et même si avec les efforts des professeurs aux écoles de faire travailler les enfants avec les modules qui ont été imprimés comme Laurence a évoqué tout à l'heure, pas tout le monde a accès à Internet, au téléphone, donc l'école passe par ces matériaux imprimés. Et sans interaction avec les autres élèves, avec leurs professeurs, c'est un peu difficile, je crois, avec les enfants. Et en plus, il y a, comme évoqué aussi Laurence, sans l'école, les enfants restent à la maison et ils ont le risque d'être abusés par
je ne sais pas, mais il y avait quelques informations qui ont été transmises, qu'il y a des statistiques qui disent que ça passe à la maison. Laurence Ligier, est-ce que l'éducation a fait partie des débats au cours de cette élection présidentielle? On sait que l'éducation, c'est quand même le pilier d'un pays, le pilier d'une nation, et que les Philippines ne consacrent pas forcément un budget conséquent à l'éducation. Est-ce que c'est peut-être amené à changer dans les prochains mois? Ouais, souvent, le gouvernement parle de l'éducation et soi-disant en priorité. Maintenant, dans les faits, et surtout, nous, on est en province, donc on le voit bien dans les villages ou dans les bidonvilles, on voit que la qualité de l'éducation n'est pas ce qu'il en est. Donc après, il manque de moyens, manque de professeurs, manque de formation des professeurs, d'équipements de classe. Ils sont, comme vous le disiez, à peu près 50 par classe. Je ne sais pas parce que les résultats des élections présidentielles officielles ne sont pas encore donnés, mais je ne suis pas très optimiste par rapport à l'avenir de l'éducation aux Philippines, par rapport au nombre d'enfants et au manque de moyens. Mais que disent les professeurs? C'est quoi la réalité sur le terrain? Ce sont des professeurs qui s'époumonnent en classe avec 50, 60, voire 70 élèves, c'est ça? Oui, alors dans les écoles publiques, en plus, les classrooms, les salles de classe sont très petites, il fait très chaud aux Philippines, donc les enfants, pour se concentrer, c'est difficile. Les professeurs ou les instituteurs qui ont 50, 60 enfants peuvent pas faire des petits groupes et s'occuper de chacun, donc c'est beaucoup sur le style d'apprendre par cœur, de répéter, et c'est sûr que la qualité en est affectée. Maintenant, les professeurs, je dois le dire, parce que je suis au quotidien avec eux, font preuve de beaucoup de ressources pour essayer ressources personnelles. Souvent, ils mettent même une partie de leur salaire pour acheter du matériel pour leurs élèves, parce qu'il n'est pas existant. Et on arrive quand même à avoir une certaine qualité par l'implication des professeurs et des instituteurs eux-mêmes, notamment dans les écoles publiques. Les écoles privées, c'est différent puisqu'il y a un peu plus de moyens, bien sûr, mais c'est très cher. Et on en parle justement dans l'info en plus avec Irina, qui nous a trouvé un professeur exceptionnel. Un super professeur philippin, Irina. Oui, il s'appelle Ryan Oman, c'est un enseignant, mais il est également directeur de l'école primaire San José au sud-est de Manille. Et en fait, à force de voir ses classes se vider, puisque les élèves ne pouvaient pas accéder à l'établissement à cause d'une rivière, le professeur a eu une certaine idée. Est-ce que vous savez laquelle ? Écoutez, une école flottante ? Eh oui, c'est ça. Depuis 2013, il a créé sa propre embarcation. Il vogue de village en village pour poursuivre son enseignement avec l'aide d'autres enseignants. Ils ont construit un radeau en bambou et ils passent dans les villages pour récupérer les enfants et leur enseignent la lecture pendant le voyage. Cette école flottante a reçu une lettre de félicitations du gouvernement et elle est désormais reconnue pour avoir l'un des meilleurs taux d'alphabétisation du pays. Et le professeur Ryan Oman a également reçu un prix qui récompense les 50 meilleurs enseignants du monde, le Global Teacher Prize. Zahra Dahentan, vous avez ces monnaies courantes justement que les professeurs mettent la main à la poche, si je puis dire, et utilisent leur propre argent, leur propre salaire pour améliorer les conditions scolaires de leurs élèves? Oui, justement, il y a beaucoup, en fait, la plupart, je crois, des professeurs utilisent leurs propres moyens pour améliorer leur salle de classe, pour aider les élèves qui sont en difficulté. Ils donnent de l'argent pour donner à manger quelquefois pour les plus pauvres. Et tout à l'heure, on a parlé en fait de l'élection nationale aux Philippines. Et je crois qu'il faut vraiment améliorer le système éducatif aux Philippines parce qu'on voit maintenant parce qu'il semble qu'on a élu le fils de l'ancien dictateur des Philippines. Oui. Parce que à cause des mauvaises informations sur TikTok, sur YouTube, la plupart des gens ils croient
à ces informations, et je crois qu'avec une amélioration de l'éducation, on peut avoir une démocratie plus vivante, qui s'appuie aux vraies informations et pas aux informations fausses sur ces réseaux sociaux. Laurence, il est là aussi le défi des Philippines, cette éducation à l'information et aussi à la désinformation. Ah oui, ils sont très connectés sur les réseaux sociaux, donc après on peut faire tout n'importe quoi. Les élections présidentielles actuelles le montrent effectivement, et puis après il y a beaucoup d'influenceurs et beaucoup Bon, nous, Caméléon se mobilise contre la cyberpédocriminalité, donc c'est aussi l'utilisation d'Internet et de tout ce qu'on peut trouver dessus, un vrai danger pour les enfants aux Philippines, oui. Zara, est-ce que vous savez si des mesures structurelles de long terme sont prévues dans les prochains mois, voire dans les prochaines années, encore une fois, dans votre pays, pour encore une fois améliorer la situation de l'école aux Philippines? En fait, on est toujours en train de compter officiellement les votes. Et le problème avec ce monsieur qui est Monsieur Marcos, il n'a pas bien montré ses plateformes, comment il va faire quels sont ses projets pour les Philippines. Il n'a pas bien présenté pendant les périodes de campagne. Donc, c'est ça. En général, comme avec mes réseaux à moi, il y a un sentiment de tristesse, il y a un sentiment de peur. Qu'est-ce qui va passer à d'autres pays? Laurence, les profs, on l'a dit, ont du mérite, les élèves aussi. Comment on fait quand on est motivé, qu'on a envie d'apprendre et qu'on est dans une classe de 60-70 élèves, qu'il fait très chaud et qu'on n'a pas forcément les infrastructures pour suivre les cours? Alors, pour les professeurs, comme je l'ai dit, ils essayent avec leurs petits moyens de rendre leurs cours attractifs, de fournir du matériel, même s'il n'en existe pas, ou c'est souvent ce qu'ils appellent de l'équipement display, c'est-à-dire qu'ils vont avoir par exemple un ordinateur mais il ne marche pas, un microscope mais il ne marche pas, mais au moins pour donner l'impression aux élèves que ça ressemble à ça, et on utilise ce type d'équipement pour étudier les sciences ou d'autres choses. Donc le niveau d'éducation évidemment reste faible. Les élèves, alors il y a très peu d'écoles buissonnières ici, contrairement à chez nous parfois en France, parce que les enfants sont très motivés pour aller à l'école et apprendre, parce qu'ils savent que peut-être on leur a inculqué ça, en tout cas à leur famille, que l'éducation c'est aussi la clé pour leur avenir et pour sortir souvent d'un état de pauvreté quand même général aux Philippines, même si bien sûr des étudiants comme ceux qui peuvent aller à l'université des Philippines ont un petit peu viennent d'un autre statut social. Après, il existe des bourses aussi pour les étudiants pauvres mais méritants, qui travaillent bien et qui ont envie de s'en sortir. Mais ça reste des bourses assez difficiles à obtenir, et c'est pour ça qu'Améléon s'engage aussi dans du parrainage scolaire pour aider ses enfants, parce que sans l'éducation, pour avoir un jour un bon job, mais aussi pour pas être victime de différents types d'exploitation ou de violences sexuelles, pour être libre, c'est nécessaire. On parle justement de votre association, une association de solidarité internationale qui développe une approche globale, vous me dites, pour agir sur les causes et les effets des violences sexuelles à l'égard des enfants, mais également des adolescents. Caméléon, celles qui en parlent le mieux, justement, ce sont elles. Écoutez. He said that he was gonna kill me if I were gonna tell somebody what he is doing to me. She made me naked and then put me inside of a sack and then hung up on a tree and then hit me with big wood, and then the sack just only drip with bleed, and I only cry and I cry. I want to thank to Chameleon that they helped me to stand up and move on and be independent and be strong. My advice to people that's in the same case of me is never lose hope,
stay strong and never give up. Just keep on going. For me, Chameleon is a big opportunity to change lives, to move on what is in the past. Chameleon gave me family and home where I develop myself and discover my strengths and weaknesses. It added colors to my life because it gives me more opportunity to discover more and a lot of things beyond what I have expected. I have changed a lot in myself. I'm empowered and I was motivated to help others through leadership, and I believed in a good future, and yes, it's because of Chameleon. Voilà pour ce témoignage ô combien poignant, Laurence Ligier. Cela fait, on disait, 25 ans que vous aidez ces filles, ces jeunes femmes à surmonter justement leur traumatisme, à surmonter leur douleur. Quels sont vos moyens d'action aux Philippines et même dans d'autres pays? Nous, on a mis en place une approche holistique, globale, qui permet à ces petites et jeunes filles, parce que les plus petites ont 5 ans, de 5 à 20 ans, à soigner leur traumatisme et à bien sûr suivre une éducation jusqu'à la formation professionnelle, jusqu'à ce qu'elles aient un emploi pour devenir indépendantes, parce que souvent elles ont été maltraitées, rejetées par leur propre famille. Donc c'est un processus qui s'inscrit sur le long terme, avec une aide médicale, une aide juridique puisqu'on est en procès contre leurs agresseurs, l'éducation donc puisqu'elles vont à l'école. Après, on met en place plein d'activités extrascolaires comme le sport et le cirque, par exemple, la médiation par l'animal aussi, différents types de thérapies pour les aider à reprendre confiance en elles, en les autres et à préparer leur avenir. Donc, quand on voit dans la vidéo, là, ça me touche parce que je sais que c'est des filles qui sont arrivées à Chameleon à l'âge de 9-10 ans et qui maintenant, en tout cas pour l'une d'entre elles, est salariée de l'association et elle-même se bat pour faire de la prévention contre les violences sexuelles et aider d'autres enfants. Donc comme quoi, avec l'éducation, les soins appropriés et un accompagnement de qualité et dans la durée, on peut bien sûr aider ces enfants à s'en sortir et elles-mêmes deviennent des acteurs du changement. Laurence, vous travaillez avec les services sociaux. Qui vous confie ces filles? Les services sociaux philippins, on est accrédité par, ça s'appelle le DSWD, Department of Social Welfare and Assistance and Development. Et sans cette accréditation qui est renouvelée tous les 3 ans, on ne pourrait bien sûr pas s'occuper d'enfants mineurs. On est très contrôlé et tant mieux. Donc les services sociaux suite aux violences sexuelles, qui sont en majorité des cas d'inceste, placent les enfants chez nous sur du long terme jusqu'à leur réinsertion dans la vie normale, on va dire, quand elles vont mieux. Vous avez, Laurence, un système de parrainage individualisé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Alors, chaque fille est parrainée par un parrain ou une marraine philippine ou à l'étranger, et bien sûr, entre autres en France. Le parrainage consiste à prendre en charge financièrement les coûts de scolarité des enfants et leurs stages et leurs déplacements éventuels. Enfin, tout ce qui touche à la scolarité, y compris les uniformes, par exemple. Il y a 3 niveaux de parrainage. 28, 44 et 56 €. Et le parrain, la marraine peut écrire, les enfants écrits, peuvent venir aux Philippines rencontrer. Évidemment, c'est très encadré, mais quand même, on privilégie cet échange, pas que financier vraiment, mais d'échange de solidarité internationale. Les parrains et les marraines impliquent leurs enfants dans ce parrainage. Les filles ici sentent que leur marraine ou la famille à l'étranger qui les parraines pensent à elles et croient qu'elles sont capables d'aller au bout de leurs études. Donc voilà, c'est un soutien, un accompagnement moral et puis bien sûr une aide financière. Et chaque année, on cherche des parrains marraines, comme actuellement. Comme actuellement, effectivement, et on ne cessera jamais assez de le répéter. Je précise, votre site internet, le www.caméléon-association.org, pour avoir bien évidemment toutes les infos. Quelle est l'importance, vous nous avez parlé de vos différents leviers, quelle est l'importance de l'éducation, de la scolarité justement dans le processus de reconstruction? Les filles qui sont référées à Chameleon viennent principalement de milieux très très défavorisés, donc si elles ne vont pas à l'école et n'ont pas un accès à un métier qui peuvent les sortir, casser ce cycle infernal de la pauvreté et des violences sexuelles, elles resteront à travailler dans les champs ou à être exploitées, prostituées, voilà, de l'argent, on va dire
gagner très difficilement. Donc l'éducation, c'est crucial aussi pour l'éducation à la prévention des violences sexuelles, des maladies. Il n'y a pas que l'éducation scolaire pure, aussi la contraception aux Philippines reste quelque chose de très tabou, donc et parfois pas accessible. Donc l'éducation sexuelle fait aussi partie de l'accompagnement de Caméléon. Voilà, donc pour toutes ces raisons, Caméléon a mis en numéro 1 l'éducation dans ses programmes. Zahra Dentan, on disait il y a ces violences, ces agressions sexuelles, il y a aussi toute la partie sur le travail forcé justement des enfants. C'est un véritable fléau aux Philippines? Je crois qu'il y a déjà des statistiques mentionnées que j'ai lues dans les nouvelles, par exemple. C'est vraiment, je crois, c'est un vrai fléau pour les Philippines. Oui, c'est difficile pour moi de m'exprimer parce que je n'ai pas l'expérience face à face. C'est la première fois que je rencontrais le Caméléon, l'association Caméléon. Pour moi, ça reste quelque chose qui est frappant. C'est un peu une chose que c'est un peu difficile de penser à cela parce que l'existence, c'est incroyable que ça existe, cette violence envers les enfants à la maison, avec les personnes qui doivent les soigner, comment ils peuvent le faire à eux. Et c'est juste avec la pandémie que j'ai lu plus sur ce phénomène et ça me tient au cours et j'espère qu'avec les associations comme Caméléon, ça améliore la situation et aussi avec le retour de l'école en face à face, l'assistance à l'école dans les locaux, on peut éviter ces genres de violences. Laurence Tigier, dernière question, on l'a bien compris, il y a urgence aux Philippines, il y a aussi urgence en France? Oui, j'allais dire, le ratio, en fait, c'est 1 enfant sur 5 est victime de violences sexuelles, mais malheureusement, le ratio est le même en France et en Europe, d'ailleurs, ce sont les chiffres du Conseil de l'Europe. Donc, Caméléon se mobilise aussi en France de la même façon. Dans les écoles, on fait beaucoup de prévention auprès des parents, des encadrants, pour dire attention, les violences sexuelles, c'est pas du trou au coin de la rue, c'est au sein du foyer familial. Souvent, c'est 94% des cas de violences sexuelles, c'est avec un proche, un prof de sport, un prêtre, voilà, quelqu'un de la famille, bon, et enfin un ami. Et 80% c'est au sein même du foyer familial, avec le père, la mère, le grand-père, le frère, enfin voilà. Donc les chiffres sont vraiment équivalents chez nous, en France. Donc Caméléon ne cesse de le répéter. Maintenant, avec Internet, le phénomène de la pédocybercriminalité est en expansion partout dans le monde. Et la France est le 3e pays qui possède des contenus pédocriminels. Et les Philippines, bien sûr, après l'Inde, sont une target, une cible pour les pédocriminels du monde entier, pour les enfants qui sont souvent vendus par leur propre famille ou par des gens malveillants devant la webcam pour des prédateurs en Europe. Donc il y a malheureusement ce fléau est universel et Caméléon a besoin du soutien de tous et que les gens se rendent compte que c'est pas quelques cas isolés, mais vraiment un fléau dramatique. Encore merci mesdames pour vos témoignages. Merci encore Laurence Tigier qui est fondatrice et directrice bien sûr de l'association Caméléon. Je rappelle le www.caméléon-association au singulier.org. Association qui cherche des parrains et des marraines, n'hésitez pas à y aller et à aider l'association Caméléon. Et merci à Zahra Dentan qui est vice-présidente de l'association des professeurs de français aux Philippines. Merci à toutes les deux. Merci Rina. Merci. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de School TV Le Mag.
les jours, on se retrouve dans le grand JT d'éducation pour débriefer